parcours classique de comédien. J'étais à la fac et en même temps, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, cours privés, au Studio 34 à Paris. Ça m'a plu de plus en plus, ce qui fait qu'au bout de quelques mois, j'ai lâché la fac complètement et j'ai poursuivi dans les cours privés. Ensuite, j'ai essayé d'avoir la classe libre puisqu'elle me permettait du coup de ne pas avoir à payer de cours. C'est l'avantage magnifique de cette innovation de François Florent à l'époque. Et j'ai réussi à l'avoir. Ce qui fait que je n'avais plus que mon loyer et ma bouffe à payer et que j'avais la liberté d'apprendre et de travailler non-stop le théâtre à ce moment-là. Donc j'ai continué ça pendant 2 ans et j'ai commencé à passer les concours et j'ai réussi le conservatoire national. Donc je suis rentré au conservatoire. Et au bout de 2 ans, au lieu des trois, j'ai eu l'opportunité de rentrer à la Comédie Française, parce qu'ils avaient besoin d'un jeune pour remplacer quelqu'un. J'ai passé l'audition, j'ai été pris, et donc je suis rentré à la Comédie Française, donc à l'âge de, je sais pas, 20 ans, 21 ans. Et j'ai commencé à jouer les classiques au théâtre pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on vienne me chercher, mais longtemps après, 7, 8 ans après, pour faire des essais pour le doublage. Et donc là, j'ai commencé à passer des essais euh, qui n'ont absolument rien donné. C'était avec Philippe Carbonnier qui était venu me chercher à l'époque en me proposant, parce qu'il m'avait vu sur scène et que ce que je faisais lui plaisait, donc il était intéressé, il cherchait des nouvelles voix. Et j'ai passé des essais qui n'ont rien donné sur le moment, mais il m'a rappelé quelques mois après pour faire mon premier doublage, euh, qui était La Mutante, un film de l'époque qui avait fait pas mal de bruit, où je doublais pas des ambiances, parce que d'habitude on commence vraiment par des petites choses, et là j'avais un rôle, vraiment un rôle intéressant. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées en fait assez naturellement, puisque le studio dans lequel j'avais enregistré avait d'autres films qui arrivaient, beaucoup de films cinéma à l'époque, et, euh, et j'ai eu la chance tout de suite d'être mis sur des essais comme ceux de Brad Pitt et tout que j'ai eu. Et donc voilà, et à partir de là, ça s'est enchaîné presque totalement naturellement jusqu'à aujourd'hui. Les voix ont toujours été pour moi quelque chose de fascinant depuis que j'étais petit, sans savoir qui c'était, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc j'entendais des voix comme vous entendez les voix de vos acteurs quand vous regardez les séries que vous aimez. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller taper, putain, qui fait cette voix? J'adore trop cette voix. Et moi, à l'époque, c'était impossible. Et donc, je ne faisais que fantasmer sur des voix qui me racontaient des histoires, en fait, avec les films et les séries que je voyais, jusqu'au jour où j'ai pu les croiser vocalement dans les studios, en train d'attendre, à la machine à café, à côté de moi et tout, et où tout ça m'est revenu au visage. Donc tous ces anciens qui aujourd'hui, pour la plupart, ont disparu, euh, ont été mes modèles dans cette partie-là de mon métier. Première fois, si, parce que la première fois, c'est bouleversant, c'est beaucoup d'informations d'un coup, on ne connaît pas l'outil, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais moi, en tant que comédien, j'étais sur scène chaque soir, je connaissais mon outil, donc j'étais pas, ça m'était pas étranger. Je savais que je pouvais répondre à la demande et à ce que je comprenais ce que les acteurs faisaient. Maintenant, l'adaptation à la technique même du doublage, à la rythmo, à tout ça, il m'a fallu quelques séances, mais c'est venu très vite. Je suis assez souple dans les apprentissages et donc j'ai eu une fois passé la compréhension, en fait, j'en ai profité et je me suis énormément amusé avec ça pour pouvoir justement la tordre, la distordre, trouver d'autres choses, inventer du texte, remettre des choses, parce que c'est ce que j'aime dedans, c'est le faire vivre et qu'il soit le plus naturel possible et qu'il vienne de moi le plus possible. Encore une fois, quand j'ai choisi ce métier, c'était pas pour faire du théâtre uniquement, c'était pas pour faire de la télé ou du cinéma uniquement, c'était pas pour faire du doublage, c'était pour faire tout ça. J'ai toujours pensé que ce métier était une sorte de base, de socle, qui permettait justement de pouvoir l'exercer dans plein de catégories différentes, que ce soit la pub, le livre audio, le doublage, le film, la télé, le théâtre, enfin, il y a tout à faire. Et c'est ce qui me fascinait et c'est qui me plaisait. Parce que à la Comédie Française, j'ai bouffé du théâtre plus que personne, tous les soirs, tous les après-midi, tous les matins, je répétais, je jouais, etc. Et si je n'avais que ça, en fait, au bout d'un moment,
je m'apercevais que je tournais en rond, ça me rendait fou. J'avais besoin de faire autre chose aussi. Donc le doublage m'a permis de faire ça. Ensuite, j'ai eu la chance qu'on me demande de faire des rôles à la télé. Donc j'ai sauté dessus aussi pour pouvoir les caler entre toutes mes trucs. C'était un petit peu délicat. Et voilà, ensuite, c'est pas vous qui décidez. C'est un métier où malheureusement, c'est les autres qui décident pour vous. On ne dit pas, tiens, bah, demain, je vais aller tourner un film. C'est ça que j'ai envie de faire. Non, on peut en avoir l'envie et que ça n'arrive jamais. J'ai eu cette chance que c'est arrivé un petit peu, pas suffisamment à mon goût. J'aimerais bien que ça continue aujourd'hui et en avoir d'autres. Et j'espère qu'il y en aura d'autres aventures parce que j'adore ça à chaque fois. Comme j'adore retourner au théâtre régulièrement, maintenant que j'y suis plus tous les soirs, et comme j'aime tout ce que je fais dans ce métier, heureusement. Ça dépend quand. Avant, c'était très intense. Maintenant, depuis le Covid, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'à-coups dans la livraison des produits, entre les grèves aux États-Unis, maintenant les feux de Los Angeles, l'arrivée des plateformes et donc la multiplication aussi des offres étrangères, pas seulement américaines. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui ont changé, mais une journée type, c'est celle par exemple d'aujourd'hui où j'étais ce matin depuis 9h30 en studio, où j'ai fait tout un rôle sur 2 épisodes d'une nouvelle série, où là je te parle et où cet après-midi je vais aller refaire une pub après. Pour autre chose. Demain, je ne sais même pas ce que je fais, je regarde pas et j'attends de voir au fur et à mesure comment les choses se font, quoi. Totalement au jour le jour et de plus en plus. Donc je ne D'accord. veux pas me prendre la tête, sinon c'est un stress insupportable de se dire, mon Dieu, la semaine prochaine, j'ai rien, ou oh là là, j'ai que 2 trucs, etc. Parce que ça arrive, il y a des moments où on n'a rien du tout, il se passe rien, il n'y a pas de coup de fil, il n'y a pas de... Donc on fait autre chose, on apprend autre chose, on aime autre chose, heureusement, et puis tout d'un coup, sinon vous avez 3 projets, 4 qui arrivent en même temps, il faut arriver à les caler, les intersectionner à droite, à gauche, donc voilà. C'est-à-dire qu'on arrive en studio, on ne sait absolument pas ce qu'on fait en général. Le directeur artistique qui est là te raconte l'histoire, te présente ton personnage, ce qui lui arrive, pourquoi, comment. Donc la seule chose, c'est de savoir être prêt, disponible. Moi, j'en profite, je suis en 2 roues et donc souvent, je chauffe ma voix sur le 2 roues pendant que j'y vais. Je hurle, je fais doucement, je l'assouplis pour pouvoir être disponible ensuite quand j'enregistre et faire ce que je veux après avec elle. Ça apporte quelque chose dans le sens où, en général, ils sont faciles à doubler. Parce qu'ils sont clairs, ils sont nets, ils sont intelligents, ils sont... et encore une fois, je dis facile, c'est pas facile pour tout le monde. Mais ce que moi, j'y trouve, c'est que je comprends ce qu'ils font, je comprends leurs nuances. Donc, je me régale dans leur disponibilité, dans la façon dont ils attaquent les choses. Je découvre des nouvelles choses à chaque fois. C'est cette facilité-là qui me surprend à chaque fois chez eux, ce naturel, cette force. Et moi, j'apprends depuis que je l'ai fait là-dessus énormément le plus possible parce que ça m'aide pour moi quand je suis obligé ensuite de jouer pour moi-même au théâtre ou dans les films dans lesquels je tourne. Aucun. J'ai été, la dernière fois, c'était sur Babylone de Brad Pitt qui était sorti. Il y avait une avant-première au Grand Rex à laquelle j'étais invité, ce qui est rare. Et là, pour une fois, il m'avait invité. Et Brad Pitt était là. Je me suis dit, chouette, je vais pouvoir lui serrer la pince, rien du tout. Je l'ai vu, il était là. Tous les fans le saluaient, il serrait des mains, il faisait des selfies avec les uns et les autres. Et moi, on me l'a jamais présenté et j'ai même pas pu l'approcher parce qu'il y avait des gardes du corps qui m'en empêchaient de toute façon. On est très rarement D'accord. invités, nous. Une fois D'accord. qu'on est des gens de l'ombre, une fois qu'on a fait notre métier, on nous oublie aussi vite. Si on D'accord. pouvait ne pas exister, ça arrangerait beaucoup de monde aussi, hein. Le doublage est une obligation pour les Français parce que ça concerne quand même 85% des spectateurs. Mais s'ils pouvaient, ils s'en passeraient allègrement. Alors, la direction artistique, c'est une autre facette du même métier, puisque vous êtes là pour accompagner vos camarades comédiens sur d'autres comédiens, les guider et faire en sorte que le doublage soit de qualité. Donc, la première chose à faire, c'est de connaître le produit, entre guillemets, par cœur, la film ou la série que vous avez à doubler par cœur, de savoir exactement ce qui s'y passe, pourquoi, comment, avec qui. Et ensuite de trouver le casting parfait par rapport aux voix que vous entendez, au style de jeu que vous voyez, au type de personnage que vous entendez, etc. Et donc vous faites appel à votre catalogue émotionnel, sensoriel, de tous les gens que vous connaissez, de toutes les voix que vous connaissez,
plus ou moins bien. Donc vous vous renseignez, vous posez des questions, vous triturez, vous vous dites non, celui-là, ah non, celui-là. Et puis est-ce qu'il est libre? Donc Ouais. vous essayez d'appeler un tel, tu serais dispo pour faire ça, ça, ça. Ah non, je peux pas parce que je fais ci. Ah ben merde, alors donc il faut que je trouve une autre solution, etc., etc. Et donc tout ce travail en amont, ensuite vous faites un plan de travail, vous faites en sorte que chacun puisse avoir le temps nécessaire pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, le jour où ça se passe, il n'y a quasiment plus rien à faire. Vous êtes là avec des gens en général expérimentés, de qualité, professionnels, et donc vous n'avez plus qu'à les guider dans les petites choses qu'ils auraient ratées ou là où vous voulez aller, là où vous voulez que ça aille un peu mieux, ou gérer des erreurs qui ont été faites en amont par les auteurs, par les adaptateurs, parce que ça arrive, des petites bêtises, des contresens, des choses comme ça, donc il faut être très attentif et essayer de sortir à la fin la meilleure VF possible. Je préfère les Ouais. vrais acteurs que les animés ou les trucs comme ça. C'est encore une fois un autre exercice. Là, j'ai fait des mangas ou des choses comme ça. C'est un autre exercice. C'est aussi intéressant, mais c'est pas ma préférence. Et le jeu D'accord. vidéo, c'est quelque chose de très laborieux, fatigant. Parce que un jeu vidéo, c'est l'équivalent de 20 ou 30 films, tellement il y a d'options, de possibilités, etc. Donc vous faites toutes les options possibles disponibles dans le jeu que la moitié des joueurs ne verront jamais. Euh, et donc c'est fatigant, très fatigant. Vous êtes enfermé dans une petite pièce, vous voyez jamais l'image, vous êtes que avec le texte. L'image, on vous la donne pas, rien n'est fini en général quand on travaille. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage et c'est pas aussi épanouissant qu'un film où tout de suite vous avez un résultat et vous voyez ce que ça va donner sur le personnage, quoi. Le doublage de live, vous avez une image avec un acteur qui a déjà joué les choses. Donc vous ne pouvez pas réinventer quoi que ce soit. Il faut rentrer exactement dans ce qu'il fait pour que ça semble le plus naturel possible et comme si ça venait de lui. Il faut qu'un vrai doublage, pour qu'il soit bon, il soit invisible. Qu'on ne se pose pas la question, qu'on se dise pas, oh là, c'est bizarre cette voix ou ce truc. Du tout. Il faut que ça soit transparent. Un doublage d'animation, il y en a deux. Il y a l'animation qui a déjà été doublée par des étrangers, que vous refaites. Mais là, vous avez plus de latéralité parce que souvent les lip sync et même en VO, ils sont approximatifs. Et donc, vous pouvez travailler comme vous voulez. L'important, c'est que l'énergie soit là. Souvent, on travaille plus dans des choses larges, un peu plus expressives sur le dessin animé que sur du live. On est plus dans quelque chose de, pas grotesque, mais burlesque. Et puis, vous avez le dessin animé français où là, vous allez créer la voix, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas au début. Il y a juste quelqu'un qui a fait une maquette éventuellement pour dire bah, voilà, je voudrais que ça soit joué comme ça. Donc il fait le texte et puis ensuite vous le jouez et donc vous créez la voix. Ça, c'est autre chose encore. Et puis le jeu vidéo donc, dont je vous ai parlé, qui est encore une autre façon de travailler. C'est très difficile à dire parce que depuis 35 ans que je fais ça, vous imaginez, j'en ai fait quelques-uns. Et chacun m'apporte des bonheurs différents. Il y en a quelques-uns qui sont totalement insipides et ne m'ont jamais rien fait, mais j'ai eu la chance de participer à tellement de films importants, iconiques aujourd'hui, et qui sont devenus des références même dans le cinéma j'ai toujours eu du plaisir à les faire tous. Donc en distinguer un par rapport à un autre, c'est tellement compliqué, quoi. Comment choisir entre Matrix, 3, Snatch, Benjamin Button, John Wick, enfin, il y a Armageddon, n'importe, il y en a tellement que c'est difficile. En général, là où je prends du plaisir, c'est quand les acteurs sont bons, qu'ils ont des choses à faire intéressantes et où je sens que le film est une réussite importante. Quand j'avais fait Matrix, le premier, personne ne connaissait et personne ne pouvait s'attendre à ce que ça allait devenir. Quand on l'a fait, il y avait des effets spéciaux qui n'étaient pas terminés dessus, on travaillait dessus, mais je me disais, ah, ce scénar, quand même, il est top. Et j'adore le comédien, la façon dont il le joue, etc. Mais j'adore ce scénario surtout. Donc, j'ai pris un vrai kiff à le faire parce que le scénario m'emballait, me retrouver dans cette histoire, savoir ce qui allait se passer, le jouer et tout, était quelque chose de passionnant. Et on a cette chance euh, d'avoir l'opportunité de participer à des choses auxquelles on n'aurait jamais dû avoir accès d'une façon ou d'une autre, étant des pauvres petits comédiens français, à se retrouver dans des projets majeurs comme ça que personne d'autre ne peut faire. Alors, moi, j'ai pas pratiqué les autres techniques des autres pays.
je les connais plus ou moins, c'est-à-dire que vous avez la voice-over, c'est-à-dire vous laissez la voix originale et puis vous parlez par-dessus. Vous avez une voix lue, simplement par-dessus, à la place du comédien original. Il y a même j'ai vu des trucs, je ne sais plus dans quel pays c'était, mais où c'est toute la même voix qui fait toutes les voix. Vous avez ça c'était en Italie, je ne sais pas comment ils travaillent aujourd'hui, mais le principe du pupitre, c'est-à-dire ils ont le texte devant eux et l'image devant, et ils regardent et ils disent chaque phrase en la lisant, etc. Donc une fois sur deux, c'est à côté, même si les mecs sont très habiles au bout d'un moment, ils ne peuvent pas rentrer dans la même chose. On a eu la chance en France de développer une technologie et une technique du doublage qui est maintenant, franchement, de plus en plus utilisée partout dans le monde parce que tout le monde reconnaît que c'est la meilleure. C'est le principe tout bête du karaoké. Vous avez le film qui est détecté et le texte qui arrive exactement au moment où vous devez le dire sur les lèvres de l'acteur. Donc à partir de là, la seule solution et la seule chose à faire, c'est déjà que le texte soit bien écrit, parce que quelquefois il peut être pas très bien en place, pas très bien écrit, pas très bien détecté, pas très bien traduit, pas jouable, etc. Mais c'est de faire en sorte qu'il soit le plus jouable possible, le plus naturel possible et le plus fluide possible par rapport à ce qui se passe à l'écran. Moi, je suis arrivé au tout début du numérique et du numérique audio. C'est-à-dire que c'était encore des bobines de films qu'on mettait derrière dans la cabine de projection et puis c'était synchronisé avec un enregistrement audio sur des consoles. Avant, c'était même des bobines magnétiques pour l'audio. Donc moi, j'ai commencé là-dessus. Ce qui fait que vous aviez une bobine durait à peu près 20 minutes, donc 20 minutes de film. Donc, vous commenciez une bobine et vous aviez 20 minutes de travail. Mais quelquefois, on ne fait pas partie de la même bobine où on a un truc au début puis à la fin. Et donc, on ne va pas aller à la fin, au début, revenir, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, en fait, au début, on était convoqué pour une demi-journée minimum. Et on faisait tout dans cette demi-journée. Mais on pouvait commencer à 9h30 et finir à 13h. Une deuxième fois, et rien faire entre les deux parce qu'il y avait toute la bobine à passer, etc., etc. Et puis, le numérique est arrivé aussi après dans l'image. Et là, évidemment, c'est juste un bouton et vous allez au début du film, à la fin du film, il n'y a plus de temps de rechargement, il n'y a plus tout ça, etc. Donc il y a eu une grosse évolution technologique. Euh, Au début, on enregistrait beaucoup aussi avec un micro de présence et ce qu'on appelle un micro d'air, c'est-à-dire un micro loin dans la pièce qui reprenait les réverbérations, qui donnait un peu et qu'on pouvait mixer entre les deux pour donner de la distance, de l'air et tout ça. Et ça a disparu aussi parce qu'aujourd'hui, le micro d'air, le Perchman, tout ça est remplacé par des plugins et du mixage en fait qui font la porte, qui font le bruit de la cabane, le bruit de l'extérieur, la réverbération, les trucs, etc. Alors qu'au début, on travaille de façon évidemment beaucoup plus analogique, forcément. C'est des évolutions dans le bon sens, dans le sens où ça va plus vite. On est rapidement sur un truc, on perd moins de temps. Jamais on passe une matinée à glander pour attendre la fin. En général, on vient pour faire ce qu'on a à faire et puis on passe à quelqu'un d'autre. Que ce soit n'importe où dans le film, il vient faire tout son film, etc. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on a perdu beaucoup de cette humanité-là. C'est-à-dire qu'avant, on allait le matin, on poireautait dans l'entrée pendant que les autres faisaient leur boucle ou qu'on change, etc. Et donc, on pouvait échanger. Et il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de connivences qui se sont faits entre les comédiens. Moi, je me souviens dans cette époque-là, où tous les copains que j'ai aujourd'hui de cette époque-là, bah, c'était aussi grâce à ça. C'est qu'on pouvait parler, se raconter, parler du boulot, de nos vies, du travail, etc. Ce qui aujourd'hui n'est plus possible parce qu'on n'enregistre plus ensemble quasiment. On arrive, on débarque, on croise l'autre quand il arrive, mais nous, on repart, et puis c'est tout. Donc c'est très différent dans ce sens-là. Alors, le Covid, mais pas que le Covid, l'arrivée des plateformes aussi, font que maintenant, on enregistre seul la plupart du temps pour des raisons de mixage, de post-prod, alors qu'avant, la plupart du temps, et déjà parce qu'il n'y avait pas 40 000 pistes, on était obligé d'être minimum 2, 3 en même temps au micro. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on peut tout faire chacun de son côté, et ça arrange les gens même qu'on fasse tout en track et ensuite qu'ils mixent simplement les uns avec les autres. Un volume de travail important, mais aussi du coup un volume de comédiens important, nouveau, pas bien formé, donc une qualité qui baisse beaucoup, avec des comédiens souvent qui ont fait 2, 3 mois de théâtre avant de se lancer là-dedans, parce qu'ils veulent faire de la voix, ils veulent faire du doublage, mais c'est pas ça le but du jeu. Le but c'est d'être comédien et ensuite d'adapter cet outil à d'autres outils. Et là, ça manque beaucoup. Donc on se retrouve avec des gens moins bons qui prennent des tics de doublage parce qu'il faut que ça aille vite, donc ils savent utiliser l'outil, mais ça manque d'âme un petit peu.
Et les plateformes avec l'anti-piratage et tout, bah voilà, ça perd de la convivialité aussi beaucoup. Oui, je crois. Comme tous nos métiers, comme le vôtre, comme tout ce qui existe dans notre société, je crois que d'ici 5 ans, 80% des métiers n'existent pas encore et on va les découvrir parce qu'il va falloir se recycler tous de façon différente. Et je crains que l'intelligence artificielle, en effet, ne supplante le doublage assez rapidement. Pour l'instant, elle prend encore trop de temps à être corrigée ou à être adaptée pour certaines choses, donc elle coûte trop cher. Mais dès que ça sera automatisé et que la qualité sera au rendez-vous, ce qui ne saurait tarder vu la progression algorithmique de la chose, si aucune loi, si aucune restriction n'est demandée d'une façon ou d'une autre légalement, on sera remplacé bien sûr sur le doublage comme sur même le film en lui-même. Aujourd'hui, tu peux faire un film dans ta chambre avec des trucs d'intelligence artificielle qui sera bien mieux que ce que tu iras et qui te coûtera une fortune à faire dehors, quoi. Moi, je Dans les m'inquiète, quelques mais je années à suis venir. heureusement en fin de carrière, entre guillemets, mais je m'inquiète beaucoup pour les jeunes, ouais. Mais pour les jeunes cinéastes aussi, il va falloir réinventer quelque chose. Il va falloir utiliser tous ces outils et il va falloir créer, parce qu'elle ne pourra rien créer, l'intelligence. Elle est très artificielle, elle est la chose qui pompe, qui a pris tout ce que l'homme a créé jusqu'ici, mais elle ne va pas pouvoir recracher des nouveautés aussi facilement. Donc, il va falloir l'utiliser pour créer de nouveau des choses différentes avec de nouvelles technologies, parce qu'on ne va pas pouvoir faire sans. Euh, et puis, il y aura sûrement des labels bio qui vont te dire un film fait 100% par des humains à un moment, parce que tu vas voir que très vite, les films, ça sera 80% d'intelligence artificielle et les gros plans et tout ça, où on va rappeler les acteurs pour venir jouer leur scène sur certains trucs, quoi. Un petit mot justement par rapport à tout ça, je vous souhaite le courage de tenir et de vous réinventer rapidement parce que tout ce qu'on vous apprend aujourd'hui, à mon avis, est déjà obsolète au vu des évolutions et de ce qui va se passer très rapidement. Donc, soyez vigilants, soyez en veille et imaginez. C'est le seul endroit où l'humain sera supérieur à l'intelligence artificielle, c'est dans l'imagination et dans la créativité.